OK, merci beaucoup. Donc, très belle présentation. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire après ça, là. Donc, moi, je vais vous amener juste quelques constats qu'on a fait sur le terrain. Donc, la présentation s'intitule Folle avoine résistante aux herbicides au bassin Lorrain, les acteurs en mode action, en mode solution. Donc, comme Sandra l'a mentionné, l'enjeu de la foire avoine au bassin Lorrain, c'est quand même, ça date de quelques années. Donc, depuis 2019, il y a un début de mobilisation pour travailler sur la, la problématique suite au constat réalisé par les producteurs. Donc, ça ne veut pas dire que c'est en 2019 qu'on avait la foire avoine, elle existait depuis longtemps. Donc, c'est juste qu'on a pris conscience, on voulait vraiment, ça devenait une problématique et les acteurs se sont dit, ben, il faut travailler là-dessus, surtout les producteurs qui ont commencé à faire le constat comme Sandra l'a mentionné. Donc, en 2020, le projet que Sandra vous a présenté, les résultats, donc, vraiment, c'est comme ça que ça a été un début de mobilisation de tous les acteurs autour de ça. Donc, elle l'a mentionné. Donc, au début aussi, c'est souvent un sujet tabou ou vraiment délicat, comme elle l'a bien expliqué. Souvent, les gens vont dire, ben, ça vient de l'autre. Je ne veux pas qu'on sache que ça vient de moi. Donc, à chaque fois, parfois, je discutais avec les producteurs. Ils me disent, ah non, il n'y en a pas juste chez moi, chez nous, il y en a chez d'autres aussi. Donc, ça devenait très difficile, mais je pense que le projet a amené les gens à comprendre un peu l'enjeu de travailler ensemble. Donc, moi, ce que je vous ai amené concrètement, c'est qu'est-ce qu'on a constaté dans le champ. Donc, ici, comme elle l'a mentionné, que ce soit en conventionnel ou en biologique, on a quand même des champs infestés dans la région dans différentes cultures. Donc, vous voyez ici, là, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, vous allez avoir l'impression que c'est vraiment une céréale, mais c'est vraiment de la folle avoine qui a complètement infesté le champ. On peut l'avoir aussi dans les céréales mélangées ou dans d'autres cultures. Donc, ici, on a vraiment un autre champ aussi qui a été complètement dominé par la folle avoine. Donc, c'est comme on a l'impression que c'est une culture complète de la folle avoine. Donc, c'était des choses qui arrivent dans les céréales ménagées. On avait aussi, vous regardez ici, dans le blé, dans des différentes cultures, vous voyez le blé, mais à l'intérieur, encore une fois, on voit plein de folle avoine qui sont vraiment dominants, qui est dominante. Et on avait même de la folle avoine, c'est sûr que la photo est un peu floue, j'essaie de couper pour que pour ne pas pour protéger quand même les sites qu'on a pris les photos. Mais vous voyez ici, c'est le canola, mais on voit pratiquement pas le canola, c'est juste de la folle avoine qu'on voyait à travers ça. Donc, c'est quand même dans différentes cultures, que ce soit en bio ou en conventionnel, qu'on pouvait constater ça. Dans certains cas aussi, les champs voisins pourraient être vraiment une source d'infestation. Et ça, c'est vraiment une photo cet été qu'on était allé dans une activité. Encore une fois, ici, vous voyez mon curseur, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est vraiment de la folle avoine à grandeur du champ. Ça, c'est chez un producteur. Et à droite, c'est chez un autre producteur. Mais on voit déjà la folle avoine qui a commencé par déborder, qui est de l'autre côté en bordure de l'autre champ. Donc, les champs voisins pourraient être comme, je ne dis pas que c'est, il faut aller combattre les voisins, mais c'est juste qu'il faut être conscient du fait que la gestion de la forme avant sur notre ferme peut avoir des répercussions sur la ferme voisine. C'est ça que je voulais amener à travers ça. Les bordures aussi, c'est ça c'est vraiment très important de voir que les bordures peuvent être des foyers potentiels d'infestation. C'est vraiment phénoménal quand on passe dans les champs, ce qu'on voit en bordure par rapport au reste du champ. Donc ici, j'ai pris quelques photos pour vous montrer. Il y a d'autres cultures dans lesquelles j'ai trouvé aussi de la poêle à avoine en bordure. Vous voyez très bien ici que c'est vraiment de la pomme de terre. Donc, on parlait de rotation de groupes d'herbicides. Donc, on n'a pas le même type d'herbicide, mais en bordure, vous voyez que c'est la folle avoine qui est encore présente. Donc, si on revient dans une rotation avec une céréale là-dedans, ben, évidemment, donc, c'est la folle avoine va pouvoir s'implanter facilement dans le champ ou immigrer s'il y a d'autres cultures à côté. On le voit aussi ici, donc, comme je vous l'ai montré, le canola. Donc, on voit très bien l'embordure du canola. Le canola, ben oui, Sandra l'a mentionné, on était déçus de trouver qu'il y avait la palavane dans le canola parce que ça faisait partie des cultures qu'on a ciblées pour faire une rotation. Mais en bordure, vous voyez, ça peut amener quand même un enjeu de gestion, tout comme dans les céréales, comme je vous l'ai montré tantôt. Et dans l'étude que Sandra vous a présentée là, dans la lutte collaborative, c'est ça, il y a il y a 103 champs de 2021 à 2022 qui ont été euh, évalués donc avec le suivi. Donc, les champs qu'on avait évalués, il y avait 7 champs qui avaient exclusivement de la folle avoine en bordure. Donc, ça veut dire que dans le champ, il n'y en avait pas, mais il y avait juste seulement en bordure. Donc, ça représente 7%.
il y avait 23 champs qui avaient exclusivement de la folle avoine. Dans le champ, il n'y en avait pas en bordure. Mais regardez en bas, donc 73% des champs étaient, 73 champs plutôt, donc 71% des champs avaient de la folle avoine à la fois dans le champ et en bordure. Donc, c'est vraiment très important de gérer les bordures, ne pas se limiter seulement à gérer le champ lui-même parce que les bordures peuvent être vraiment un foyer, des foyers d'infestation pour les cultures subséquentes. Donc, comme tu le mentionnais, vraiment, la folle avoine en bordure, c'est vraiment un enjeu. Et dans le cadre du projet qu'on vous a mentionné, que Sandra vous a parlé ici, la détection et la lutte collaborative, les producteurs ont vraiment identifié la gestion de la folle avoine en bordure comme un enjeu dans la lutte contre cette espèce. Donc, les producteurs ont reconnu vraiment l'importance de dépister et gérer les bordures ayant de la folle avoine afin de minimiser l'infestation dans le champ. Donc, quand il y en a en bordure, ça va aller dans le champ. Mais quand il y en a en bordure, comme je vous l'ai montré dans une des photos, ben, on va se retrouver qu'on peut contaminer, on peut infester le champ voisin. Donc aussi, les bordures, c'est quand même, c'est pas évident, on le voit, mais il y a des enjeux de gestion des bordures parce que nous ici, peut-être ailleurs, c'est un peu différent, mais nous ici, on a des champs parfois étroits et vraiment longs. Donc, ça augmente les superficies ou les bordures à gérer. Donc, parfois, c'est pas évident de pouvoir les gérer à ce niveau, mais il va falloir trouver une façon parce que c'est certainement un point important si on veut arriver à combattre la folle avoine. Et parfois aussi faucher, oui, surtout en bordure de route. Il y a parfois des pylônes électriques ou d'autres obstacles qui peuvent nuire à la fauche. Donc, c'est des éléments qu'il faut considérer si on veut travailler de façon efficace pour mieux contrôler la folle avoine en bordure. Donc, ici, vous voyez un exemple de champs. Donc, vous voyez très bien les champs qui sont très, très longs, donc avec les bordures qui peuvent être plus longues. Donc, et les champs étroits, donc ça multiplie le nombre de bordures. Et vous voyez aussi en bordure, ici, là, c'est dans un champ et on voit en bordure, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment de la folle avoine qui est couchée là-dedans. Donc, les bordures, c'est difficile à gérer à certains égards aussi par rapport à l'application d'herbicides pour respecter les règlements, la réglementation aussi, donc au niveau des fossés ou des cours d'eau. Donc, parfois, c'est difficile d'appliquer l'herbicide jusque-là. Donc, ça fait que ben, c'est un coin bien propice pour le développement de la folle avoine. Donc, on n'est pas assez contrôlé. On le voit très bien ici sur cette photo prise par Véronique quand elle faisait le suivi du projet. Donc, ce que ça revient, c'est vraiment la prévention et la biosécurité devient vraiment des éléments très importants à considérer quand on veut vraiment éviter d'arriver à ces situations comme ce que je vous ai montré dans un champ de maïs où il n'y a que la folle avoine qui est couchée complètement au sol ou des champs qui ont été complètement infestés de la folle avoine. Donc, dans l'étude, ce qu'on a validé, c'est qu'il y avait près de 83% des champs qui utilisaient des semences certifiées. Donc, une des mesures, c'est vraiment utiliser les semences certifiées. Donc, ce qui nous ramène à dire ben, peut-être la folle avoine vient avec d'autres moyens, viennent de différentes façons qu'on peut se trouver dans le champ en tant que tel. Donc, il y a aussi l'autre enjeu, c'est au niveau des moissonneuses batteuses qui peuvent épandre quand même de la folle avoine jusqu'à 145 mètres de distance. Mais c'est quand même important de considérer ces aspects. Donc, il faut penser à bien les nettoyer, penser à bien commencer par les champs, par exemple, euh, sont moins infestés pour aller vers les gens qui sont plus infestés parce que sinon, autrement, on va ramener de l'autre côté. Et dans l'étude, dans l'étude, 28% des répondants faisaient aussi du forfait. Donc, les gens qui avaient de la folle avant résistance aux herbicides, il y en avait 28% qui offraient du service forfaitaire donc pour le bataille. Donc, il faut comprendre que ça peut amener, comme Sandra l'a mentionné, ben, on peut multiplier les foyers et ces foyers vont se multiplier en bout de ligne, ben, on se retrouve dans des situations où on est infesté partout. Donc, il est primordial de sensibiliser sur l'importance de la prévention, la sécurité et le nettoyage des équipements. Ça, c'est quand même très important. Des outils pratiques aussi pour établir des plans de biosécurité là, à la ferme sont disponibles actuellement. Nettoyage rapide d'une moissonneuse batteuse, trousse d'informations sur la biosécurité, d'autres méthodes aussi pour éviter l'augmentation de la banque de graines doivent être privilégiées. Donc, ici, c'est un exemple, Sandra qui avait présenté. C'est comme un équipement qui va comme détruire les semences lors du bataille. Donc, ça fait que ben, ça, on réduit la banque
de mauvaises herbes en tant que telles. Dans l'étude, c'est ça, donc on avait vérifié aussi auprès des producteurs pour savoir c'est quoi leurs besoins en matière de prévention et de biosécurité. Donc, je ne vais pas rentrer en détail pour vous mentionner. Donc, il y avait quand même les éléments sur le réglage des pulvérisateurs, nettoyage des machines, biosécurité, dépistage, prévention et gestion. Donc, tout cela, ça a amené que on a fait les questionnaires. C'est que, si vous voulez vous montrer à travers ça, c'est que les producteurs voudraient vraiment, leur souhait, c'était d'être informés par rapport à toute la problématique, d'être formés et surtout aussi d'être accompagnés. Donc, ça amène aussi à la formation ou au développement de la compétence aussi des conseillers qui doivent les accompagner sur le terrain. Donc, c'est quand même très important. C'est ce que je voulais vous montrer à travers ça. Donc, tout passe par la sensibilisation. Comme vous le voyez, c'est vraiment, il faut la première partie, c'est d'être conscient. Quand on est conscient de la problématique, on va essayer d'avancer tranquillement. Et tout passe par la sensibilisation. Donc, ça va nécessiter des visites et du dépistage dans le champ avec les producteurs, avec l'accompagnement des conseillers, comme l'étude l'a montré. Ils veulent être accompagnés. Ça prend de la mobilisation aussi des acteurs. Donc, ici, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est les producteurs qui ont commencé à sonner l'alarme de dire, ben, oui, on est aux prises avec cette situation. Il y a les conseillers, il y a les agronomes, il y a même toute l'industrie, tout le monde s'est mobilisé pour dire, OK, on va s'asseoir autour pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est vraiment un travail, il y a un signal, un drapeau qui a été levé, mais tout le monde s'est mobilisé autour pour dire, mais voici qu'est-ce qui se passe, comment on va travailler. Et je profite pour remercier vraiment Sandra et le Sérum d'avoir accepté de venir nous accompagner dans ça. Ça nous a permis de voir quelque chose de très clair. Et autre aspect, autre mention du travail qui a été fait, c'est vraiment au niveau MAPAC avec ma collègue Jalinette. Là, donc, tantôt, Sandra parlait de mon implication, mais c'est vraiment Jalinette qui a travaillé avec l'étudiante pour développer une fiche vraiment pour des étapes de pouvoir éviter la propagation de la folle avoine à l'aide de mesures de biosécurité. Donc, on l'a vu, la biosécurité, ça reste vraiment le principal enjeu si on ne veut pas créer de nouveaux foyers d'infestation. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que toute cette mobilisation et la prise de conscience a amené les producteurs à agir, même avant qu'on commence à mettre en place des stratégies autres. Et ce que fait anodin dans ça, parce que le Sandra vous a mentionné qu'on a un projet qu'on a déposé. Dans le cadre de ce projet, on voulait récolter les semences de folle avoine pour pouvoir continuer le suivi si le projet passe. Et nous, on avait identifié les producteurs chez qui on avait de la folle avoine dans le projet qui est passé, qui est fini. Et on les a appelés pour dire, mais est-ce qu'on est capable de passer pour chercher de la folle avoine? Et on a eu des belles surprises. Donc, c'est ça que je voulais vous partager ici. Donc, ils ont commencé déjà à changer leur pratique. Donc, un des producteurs nous a mentionné que lui, il a identifié la cause de la problématique qui était l'inefficacité de l'application d'herbicides parce que les buses n'étaient pas tout à fait ajustées ou fonctionnelles. Donc, lui a changé, par exemple, ses buses et il dit, je n'ai plus ce problème chez nous. Il y a le changement d'herbicide. Un des producteurs aussi, qu'est-ce qu'il a mentionné, dit, ben, lui, il avait commencé même avant le projet, il a constaté qu'il n'était pas capable de contrôler la folle avoine. Il a changé de matière active, mais sauf qu'il s'est posé lui-même ces questions. Est-ce que le nouveau herbicide que j'ai utilisé me coûte plus cher? Donc, ça a un impact sur mon coût de ma rentabilité. Est-ce que je suis en train de développer une nouvelle résistance? Donc, lui, il a travaillé à mettre en place une nouvelle rotation pour pouvoir contrôler la folle chez lui. Donc, il y a un peu dans le même sens. Donc, changement de rotation. Un des producteurs, oui, le canola peut avoir de la folle mais un des producteurs a introduit le canola dans sa rotation. Et c'est comme ça qu'il a réussi aussi, lui, à contrôler la folle. Donc, ce que je pourrais dire à travers ça, c'est que plus on est sensibilisé, plus on va faire attention, on va remarquer la folle et on va pouvoir essayer de bien la gérer. Et parfois, c'est juste une simple connaissance de l'information de savoir, oui, j'ai de la folle avoine. Moi, j'étais chez un producteur cet été dans le cadre d'une activité. On le demandait, avez-vous la problématique de la folle avoine? Lui il disait non, mais bon, moi, je suis juste à côté, je voyais la folle avoine dans le champ, mais il disait, mais il y en a encore, mais c'est pas une grosse problématique, mais vous en avez encore. Donc, ça prend le temps de pouvoir sensibiliser les gens, que les gens puissent comprendre, connaître la folle avoine et commencer à poser les actions là-dessus. Donc, c'est sûr que oui, il y a des actions posées par les producteurs, mais il y a encore plein de champs
et comme Sandra l'a montré dans son étude, qui sont infestés dans la région. Donc, d'autres stratégies qui sont mises en place, c'est vraiment la rotation des cultures. Je prends quelques minutes pour revenir un peu sur cet aspect. Quand on parle de rotation des cultures, si je fais de l'avoine, blé, orge, je ne suis pas en train de faire une rotation de culture. C'est une monoculture de céréales. Rotation de culture, il faut penser à une rotation de famille de culture. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre pour ne pas ramener les espèces de la même famille en pensant qu'on est en train de faire une bonne rotation pour gérer. Parce que souvent, les mêmes herbicides qui vont être utilisés et les mêmes résistances peuvent se développer facilement. Donc, dans certains cas aussi, il y a des essais, il y a des initiatives qui ont été testées, soit au Saguenay, mais il y a un producteur aussi qui l'a essayé en région, c'est de décaler la date de semis. Donc, surtout en biologie, comme ils n'ont pas beaucoup d'options pour contrôler, c'est de décaler la date de semis pour que la lavande puisse pousser. Mais après, lui, il va travailler pour pouvoir semer. Ben, ce n'est pas le faux semis comme on le connaît, donc c'est vraiment un décalage dans le temps. Et pour vraiment réussir cette pratique, il faut penser aux variétés plus actives parce qu'on sème un peu plus tard. Donc, ça fait que si on ne veut pas avoir un impact sur le rendement, il faut utiliser les variétés plus actives. Donc, il faut aussi faire attention au nettoyer des équipements. Donc, on va le répéter plusieurs fois. Donc, c'est très important parce que aller de prendre un équipement d'un endroit à l'autre, bon, on peut multiplier les foyers d'infestation assez rapidement. Le travail du sol aussi, donc c'est des stratégies que certains producteurs ont pu mettre en place pour gérer la fois là-bas. Donc, je reviens un peu sur la gestion des bordures, comme vous l'avez mentionné, je l'ai répété. Donc, c'est vraiment un point focal pour dire si on veut mieux contrôler la folle lavande, de gérer les bordures. Donc, ici, je vous montre les photos de champs qui sont à peine à 100 mètres de, d'écart de distance. Donc, ici, vous voyez un producteur, donc la folle avoine, qui a le canola. Si vous regardez dans l'horizon, vous allez voir que ça se ressemble dans le même secteur. Et la folle avoine qui est vraiment en bordure, qu'on voit très bien ici. Ben, par contre, il y a un producteur que lui, il a mis vraiment une prairie, comme une bande de prairie autour de son champ. On voit ici très bien, c'est son champ de blé. Et il a fauché. Donc, on voit très bien que la bordure, vous voyez très bien, c'est vraiment sur le côté de la route. Là. Donc, ici, on ne voit pas de la foire avant, de l'autre côté, on a plein de la foire avant. Donc, la gestion des bordures devient très, très importante. Donc, moi, je pense qu'un des aspects qui va être important, c'est vraiment un exemple de pratique comme ça a été mis en place. Donc, en discutant avec le conseiller en question, ce qui m'a fait il m'a mentionné qu'en fait, la stratégie qui a été mise en place là-dedans, c'était pas pour gérer la foire avoine, c'est pour respecter la bande riveraine. Donc, en respectant la bande riveraine, il contrôle la foire avoine. Donc, c'est doublement plus intéressant. Donc, on voit très bien que ça peut être efficace. On voit tout autour de son champ. Il n'y a pas de foire avoine. À l'intérieur, il n'y en a pas. Alors que les champs à côté, on voit de la foire avoine en bordure. Donc, c'est très important. Ce que je vais vous partager, vous voyez la vue aérienne du champ en question. Merci à Karine du groupe conseil agricole de la Côte du Sud qui suit les producteurs, qui a pris vraiment une vue aérienne. Donc, vous voyez très bien la bordure qui a été comme gérée tout au long. Donc, on a toute la prairie qui est autour. Donc, ça permet aux producteurs de bien travailler. Et ce que le conseil me mentionnait aussi, c'est que les producteurs étaient très contents de réussir à bien appliquer leurs herbicides parce que souvent, ils vont être aux prises de dire ben, est-ce que je ferme ou non la buse en bordure pour mieux réussir à bien appliquer, mais en mettant la bande, il est capable de fermer les buses qui vont aller sur la bande et bien appliquer son herbicide. Donc, une autre vue aérienne, donc de loin, quand on voit le champ qui sont là-dedans. Donc, c'est quand même une pratique. Je trouve que quand on est aux prises avec les foyers d'infestation importants en bordure, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Oui, il y a d'autres méthodes, mais c'est quelque chose qu'on peut mettre en place pour pouvoir bien gérer la folle. Donc, en conclusion, ce que je veux vous dire, c'est vraiment la folle avoine, c'est une problématique importante pour le bassin Laurent et les régions périphériques. Sandra l'a mentionné, la BTB, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Donc, vous voyez que les rotations de culture sont limitées. Donc, tantôt, je vous ai mentionné, si on pense rotation de culture avec famille de culture, donc on est rotation blé, avoine, orge, ce n'est pas une vraie rotation. Donc, on doit travailler fort pour pouvoir contrôler la folle avoine. Donc, il y a une prise de conscience et une mobilisation des acteurs autour de l'enjeu. Et donc, les producteurs aussi, ils sont en action, comme je vous l'ai montré, ils mettent des initiatives, soit directement ou indirectement, mais ça finit par contrôler la folle avoine. L'exemple de la bordure pour respecter la bande riveraine qui permettait de contrôler la folle avoine en bordure.
Comme Sandra l'a mentionné, je le répète ici encore, il faut continuer un travail individuel. Donc, chaque producteur, chaque conseiller doit regarder qu'est-ce que je peux faire pour accompagner mon producteur, mais il faut penser à un travail collectif et collaboratif surtout pour permettre à combattre la folle à vente. Comme souvent, je fais le parallèle, là, on a vécu tous la pandémie, donc c'est un peu dans le même style. Donc, si je contrôle chez nous et on n'est pas capable de gérer dans l'ensemble, ben, on peut revenir à infester les autres champs. Donc, c'est quand même important de regarder qu'est-ce qu'on fait collectivement pour pouvoir travailler là-dessus. D'où l'importance de mettre en place des projets pour accompagner les producteurs et les conseillers, pour les outiller afin de pouvoir aller de l'avant, mieux contrôler la folle avant. Donc, sur ce, je vais remercier mes collaboratrices qui m'ont aidé dans le travail pour monter cette présentation. Il y a Jalinette, ma collègue du MAPAC, et Sandra qui vient de vous présenter. Et les partenaires qui ont participé au projet, comme Sandra vous l'a mentionné. Donc, je suis à vous pour les questions et commentaires.